après-midi à tout un chacun et merci d'être des nôtres au sein de cette version du webinaire de EDC, la tournée par l'exportation de EDC. Je m'appelle Caroline Ely et j'occupe le poste de conseillère en relation avec médias avec l'EDC. J'animerai le webinaire. Si la tournée Parlons Exportation est nouvelle pour vous ou EDC, c'est nouveau pour vous, peut-être ne savez-vous pas à propos de l'équipe interne d'économistes à EDC. Elle effectue l'analyse concernant le commerce canadien à partir de l'analyse trimestrielle des risques pays au sein de laquelle l'équipe fournit des données afférentes aux risques et possibilités touchant plus de 100 pays et en passant par le programme hebdomadaire au sujet du repérage des coûts de produits de base. Après ce webinaire, allez sous la rubrique Centre d'entreprise à même notre site web et là, vous pourrez en savoir plus long. Nous aimerions aujourd'hui vous faire part de quelques réflexions découlant d'un des rapports les plus prisés de l'équipe, soit les prévisions d'exportation. Ces prévisions semestrielles se penchent sur l'évolution économique partout au Canada au niveau de chaque province et territoire. C'est une prévision de genre particulier étant donné que c'est notre économiste en chef à EDC, Peter Hall, qui nous le présente. À chaque printemps, Peter part en tournée pan-canadienne lors de laquelle il présente un sommet des prévisions d'exportation aux entreprises canadiennes de toute taille et il répond à leurs questions les plus préoccupantes en économie. Peter m'accompagne aujourd'hui lors de cette présentation qui souligne le fait de son parcours national. Tu dois te sentir épuisé, Peter. Comment vas-tu alors que tu termines une autre tournée excellente de Parlons Exportation? Bien, Caroline, j'ai un regain d'énergie à la suite de cette tournée. Je pensais que ça allait bien de pouvoir parler avec les gens qui font partie de nos clients, parler de l'économie mondiale, les effets sur de l'économie canadienne sur leur province, dans leur région d'affaires, et d'écouter ce qu'ils ont à dire à propos de ce qui se passe avec eux, comparer les notes avec eux et essayer de déchiffrer ce qui se passe dans leur monde des affaires. Il s'agit vraiment de vous, chers participants. Quand on planifie un tel webinaire, quoique Peter soit embauché par le DC, il travaille vraiment pour vous, exportateurs canadiens. Ainsi, nous voulons être certains que vous allez tirer profit de cette présentation. Durant le webinaire, une série de questions en matière de sondage, c'est-à-dire 3 questions, vous seront envoyées de façon à permettre à Peter d'adapter les renseignements à vos intérêts. Nous respecterons l'anonymat pour toute réponse acheminée, laquelle servira à approfondir les renseignements requis pour mieux vous épauler dans vos activités. Si une question particulière vous vient à l'esprit, vous pouvez la poser en tout temps à Peter. Vous n'avez qu'à utiliser le bouton Q&A. Nous aurons foire aux questions à la fin de cette présentation. Bien qu'on le révèle à chaque webinaire, s'il vous plaît, faites de votre mieux pour laisser notre Peter perplexe. Personne n'y a réussi. Oh, moi, je pense qu'il y en aurait des questions qui me bloqueraient. Oui, ça se peut qu'il y en ait des questions, là. Je vous lance le défi à quiconque, là. Posez la question, peu importe, et je vais déployer mes meilleurs efforts pour y répondre. Bon, d'accord, c'est l'heure de débuter. Permettez-moi de lancer ça. Peut-être c'est évident que des choses vraiment inhabituelles se manifestent maintenant en économie mondiale. Il semble que nous n'arrivons pas à nous défaire de la volatilité et l'instabilité. À l'heure actuelle, cette année, nous avons déjà assisté à une baisse continue des prix de produits de base, surtout le pétrole. Quand on parle des pays BRIC, ils connaissent une économie chancelante, même si on s'attendait à ce qu'ils favorisent la croissance de l'économie mondiale. Et voilà, et on dit au sujet d'un plan de sauvetage pour l'économie grecque. Ça semble un monde hasardeux pour l'entreprise partout. Qu'est-ce que tu en dis? Mais oui, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui font le tour du globe. C'est comme si c'est des nouvelles qui se répètent depuis les derniers 7 ou 8 ans. Ce qui est plus difficile depuis les dernières nouvelles, depuis la mi-2014, on a vu une dégringolade des indicateurs. Au Canada, on est bien à l'aise. On a vécu ça, n'est-ce pas, la dégringolade? Quand on parle des obligations, ils y ont goûté. Les devises en souffrent. Nous avons aussi vu dégringolade des cours sur le marché des investissements. Ça arrive à chaque année, ces changements. Alors, on a vu, par exemple, qu'en Chine, le marché boursier s'est fermé complètement. C'est arrivé à plus d'une reprise. Alors ça, c'était une tourmente qui embarquait par-dessus notre tourmente. Ça se chevauchait.
Alors, il y a toute une gamme d'incertitudes qui en a découlé. Alors, c'est comme ça qu'on a commencé l'année. On sait que tout le monde va submergé par ces messages pessimistes que nous lancent les médias. Alors, ça s'ajoute aux inquiétudes déjà du côté d'économie, si on retourne au début de la récession. Alors, bien sûr que ça touche les exportateurs canadiens. Bien, ça s'apparente à une situation décourageante pour les entrepreneurs. Nous allons d'ici peu. Je suis certain que les participants veulent en savoir plus. Mais on va justement se préparer à cheminer notre premier sondage, à savoir quel marché suscite le plus d'intérêt dans votre monde d'exportation. Une fois les résultats compilés, nous serons en mesure de connaître le marché le plus populaire et d'en parler. Entre-temps, si tu nous expliquais un peu mieux de ce que nous révèlent les indicateurs du marché, comment regarde-t-on les prévisions, dans ce cas, au sein de ton équipe? Oh, une très intéressante question. C'est une question clé avec laquelle il faut commencer, et c'est ce qu'on a fait au sein de la tournée pan-canadienne. Ces indicateurs de marché, vraiment, font affaire avec une situation. Ils le font d'une façon très hors de l'ordinaire. D'habitude, quand on regarde une économie qui reprend du poil de la bête, oui, on s'attend à une reprise. Tout le monde s'attend à une reprise. Quand est-ce qu'on va avoir une recrudescence de l'activité? Mais oui, il y en a une croissance là, mais les indicateurs semblent aller de l'autre côté. Alors, ce sont les rôles des indicateurs. Quand on regarde un indicateur qui pointe vers la baisse, bien sûr que les gens se penchent là-dessus de façon intéressante, à savoir qu'est-ce que ça veut dire pour les 6 mois à venir. Alors, quand les marchés boursiers vont vers la baisse, les indicateurs-là, ça fait partie des indicateurs des pays très importants. C'est là où on peut apprendre dans quelle direction va aller l'économie dans les prochains mois. Alors, quand ce genre d'indicateur va vers la baisse, ce n'est pas encourageant. Quand les prix du cuivre font une dégringolade, par exemple en 2014, vers la mi-année, alors, ce minéral-là était tellement bon au début, mais quand ça va du côté opposé, que ça fait une chute rapide, eh bien, ce n'est pas encourageant. Alors, si on regarde du côté du pétrole, quand l'économie est en croissance, on a besoin de plus de pétrole. On stimule plus l'économie, les entreprises l'utilisent plus, et là, vous avez une pression vers la hausse, là. Alors, ce n'est pas seulement un plongeon, mais un nouveau plongeon. Quand l'économie ne croît pas comme elle doit le faire. En dernier lieu, le prix de l'acier. Oui, les minerais ont connu une chute. Pourquoi? Parce que le prix de l'acier a laissé à désirer. Quand l'économie est en croissance, on construit plus de maisons mises en chantier, des autos, par exemple. Quand ces prix-là connaissent la dégringolade aussi, eh bien là, ça n'a pas l'air d'un monde en croissance. C'est une situation où je dois prendre un recul et attendre pour voir qu'est-ce qui s'en vient. Intéressant! Alors, on vient juste de finir avec les résultats du premier sondage. Il s'agit du marché qui vous importe le plus en matière de vos exportations. Je pense que ça s'apparente très bien à ce que vous avez dit. Les résultats étant que les gens s'intéressent plus aux États-Unis. Alors, et il ne faut pas se prendre de ça, n'est-ce pas? C'est là où se penchent nos entreprises exportatrices, d'abord au Canada. Si on parlait des États-Unis, alors, vous avez dit auparavant que les États-Unis allaient vraiment stimuler la croissance. Est-ce que c'est toujours le cas? Mais l'économie américaine est le moteur qui fait avancer l'économie globale. On n'a jamais laissé de côté cette idée que aux États-Unis, cette économie est la plus avancée technologiquement. La productivité, le rendement est supérieur. Alors, c'est l'économie des Américains qui nous importe le plus. C'est notre première
c'est notre premier lien à l'économie mondiale d'abord, comme Canadien. C'est notre voisin le plus près au sud. Le consommateur américain est vraiment bien placé. Depuis 67 mois consécutifs, ils ont une croissance d'emploi du jamais vu. On va voir ça demain matin. Alors, ça veut dire qu'ils sont à 5 quand on parle de manque de travail, si vous voulez, de gens qui n'ont pas d'emploi. Et aussi, je dirais que la pression qui touche les marchés du travail bénéficie d'une belle croissance. Les emplois se multiplient. Est-ce que vous voyez maintenant que les Américains sont très heureux et se mettent l'argent dans les poches, n'est-ce pas? Les consommateurs américains sont endettés aussi, n'est-ce pas? En 2008, ils étaient très endettés. Alors, ils ont vraiment travaillé fort pour se débarrasser de cet endettement-là. Alors, quand on parle du prix du gaz naturel là ou des carburants, c'est très important aux États-Unis. Alors, 110 millions de dollars de boni quand on parle du côté des recettes des carburants. Ça représente un peu plus d'1% de leur marché complet quand on regarde pendant une année la croissance. Des fois, c'est tout ce qu'on peut obtenir comme croissance dans un an. C'est incroyable. Le consommateur américain dépense 11 à 12 cents chacun quand on regarde l'économie globale. Alors, ces gens-là, aux États-Unis, vont de l'avant avec beaucoup d'énergie et ça va nous être avantageux. Alors, est-ce que les compagnies exportatrices profitent de cette vigueur de l'économie américaine? Oui, c'est le cas. Quand je faisais la tournée du Canada, compagnie après compagnie me disait que j'avais raison avec ma façon de voir la croissance. On voit des augmentations de 10, 20, des fois 30% dans leurs chiffres d'exportation quand ils parlent d'exporter aux États-Unis. Ce n'est pas du côté minier ou de l'énergie. Alors, on voit ça quand on regarde les exportations de machinerie et équipements, les avions, bien des consommateurs. Alors, ce genre d'activités qui se multiplient. Alors, jusqu'à maintenant, les vraies activités d'exportation grimpent. Et ça a été corroboré par tous les exportateurs avec qui on a parlé au sein des 11 villes qu'on a visitées. Alors ça, c'est intéressant, n'est-ce pas, d'entendre ça? Permettez-moi de changer quelque peu le sujet. Je suis certaine qu'on va revenir aux États-Unis. C'est là, cependant, la prochaine question pour l'auditoire. Cette fois-ci, il s'agit d'un sondage au sujet des pays BRIC. Peter, il n'y a pas si longtemps, tu te référais aux pays BRIC comme une grande réussite dans le domaine de l'économie mondiale. Mais après ça, des étapes éprouvantes recèlent dans ces pays BRIC. S'agit-il toujours d'un dynamisme de la croissance dans leur cas? Si on commence avec le Brésil, par exemple, les Jeux olympiques qui approchent à grands pas, n'est-ce pas? En attendant, de tout bord, de côté, on examine la situation économique et politique du Brésil avec impatience. Que penses-tu de ce pays à la tête du groupe BRIC? Brésil, il y a lieu de dire qu'ils vivent des défis importants à ce point-ci. Laissez-moi vous l'expliquer de cette façon-là. Tu peux représenter une économie dans un monde en croissance, mais que tu n'y fais pas partie. Pourquoi? Alors, pense-y du côté du monde des affaires. Disons que tu es une entreprise et que tu as pris des décisions qui ne sont pas avantageuses à tes recettes. Tu te fais éliminer de la croissance mondiale. C'est simplement que tu manques le bateau. Tu ne participes pas. Dans le côté du Brésil, la croissance mondiale va de l'avant. Ce n'est pas seulement aux États-Unis où ça va de bon train. En Europe aussi, ça va bien. Alors, les deux moteurs, l'Europe et les États-Unis, qui mènent la course en ce qui a trait à la croissance mondiale, on a besoin de pouvoir faire partie
de cette activité-là et de pouvoir participer avec soit ses produits, soit ses services. Alors, il doit y avoir des choses très importantes qui arrivent pour changer ça. Alors, si on regarde du côté de l'industrie de la construction au Brésil, c'est presque arrêté étant donné le scandale de corruption qui fait surface à l'heure actuelle. Alors, quand on regarde ça et qu'on compare le Brésil avec d'autres chefs de l'économie mondiale, c'est plutôt une dépression. On croit que ça va s'arranger. Quand ça va changer d'allure, nous croyons vraiment qu'il y aura un potentiel pour un bel élan de croissance. Ces problèmes seront réglés d'ici peu. Et quand ce sera fait, il y aura une bonne croissance dont on pourra témoigner au Brésil. Alors, potentiellement, le Brésil est de bon augure, n'est-ce pas? Que dire maintenant du deuxième pays dans l'ordre des pays du BRIC? Ça, c'est la Russie. On témoigne d'une tumultueuse époque, pas vrai? Oui, l'histoire de la Russie, c'est à peu près la même trempe que celle du Brésil, tant et aussi longtemps qu'on peut le veut. Bien sûr que la croissance peut arriver de tous bords de côté, mais quand vous êtes au sein d'une guerre avec laquelle les autres pays ne sont pas d'accord, ça peut nuire à côté lucratif de ta croissance, encore une fois. Si tu n'ouvres pas tes frontières grandes ouvertes, par exemple, ça peut te nuire. Alors, ce qui complique la situation au sein de la Russie, c'est le plongeon du cours du pétrole. Ça arrive à un mauvais moment. Alors, en Russie, quand on regarde ce qui se passe en Brésil, ça s'apparente de près. C'est une économie qui est baissière. Alors, on ne sent pas au sein du monde que la Russie est solidement établie. On voit que la croissance surgit de tous bords, de tous côtés, mais que le Brésil n'en bénéficie pas, ni la Russie. D'accord. C'est une époque tumultueuse en Russie. Mais il y a un potentiel de bon augure à l'extérieur de la Russie. Il faut souligner ça. Une fois que la récession sera passée, il n'y a aucun leader qui pourra continuer à vivre avec ce genre de baisse avec leur économie mondiale. À un moment donné, la Russie va se tirer bien d'affaires. Comme au Brésil, le potentiel est là. Ils peuvent s'en sortir. Oui, vous apportez un bon point, n'est-ce pas, que ça va nous aider avec les compagnies qui ont des chaînes d'approvisionnement reliées à la Russie, n'est-ce pas? Alors, on parle des pays du BRIC, n'est-ce pas? On a les résultats du deuxième sondage, c'est compilé. On demandait si, en majorité, nos participants s'intéressaient aux pays du BRIC. Et on voulait savoir quel pays. Alors, on a parlé de oui, ils parlent d'exporter en majorité vers un des pays du BRIC d'ici 2 ans, ou bien qu'ils le font à l'heure actuelle. Alors, on parle Brésil, Russie, Inde et Chine. Peux-tu nous parler un peu plus de la Chine? À l'aube de 2016, nous avions témoigné du plongeon des marchés boursiers en Chine. Tu en avais parlé au début de la présentation. Ce fut une route semée d'embûches cette année. À quoi peut-on s'attendre à l'avenir? S'agit-il d'un marché qui demeure solide pour les exportateurs canadiens ou non? Alors, c'est incroyable à quel point ça peut changer vite la trajectoire avec un pays prisé. C'est incroyable à quel point ça peut changer d'une année à l'autre. Dans le côté de la Chine, c'est important de bien nous situer. Retournons à quelques années passées. Ils se sont bien placés pendant 35 ans. C'est le miracle de la Chine, à quel point ils se sont améliorés dans le nouveau millénaire. Une histoire incroyable. Mais ça, c'était fondé sur le commerce international. Alors, après 16 ans de croissance dans ce marché-là,
il y avait de 5 à 6 années d'activité excessive dans ce marché-là. Alors, vous participez, n'est-ce pas, si vous êtes un pays exportateur? La Chine l'a fait. Alors, ça a monté les échanges jusqu'à 70%. Alors, la récession est arrivée, on ne pouvait pas continuer avec des chiffres si élevés que ça. Et dans un délai de 2 ans, le PIB a passé de 70% pour se situer à moins de 50%. Une crise importante pour une économie qui avait... où on avait recelé une belle croissance. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Pendant que l'économie globale était à peu près à 4% du PIB, et en Chine, on voulait composer avec 13% du PIB. Alors, c'était agressif. Il n'y a personne qui a vu quelque chose comme ce que faisait la Chine. Pourquoi? Parce que la Chine avait une grosse partie de l'économie. Peut-être que l'autre miracle de la Chine, c'est qu'ils ont été capables de stabiliser cette économie pendant 7 ans durant et générer une croissance impressionnante du PIB et de continuer de plus belle. 1,3 milliard de personnes qui sont capables de se nourrir et toute une gamme de personnes qui sont capables d'avoir d'emploi. Alors, qu'est-ce qui va en sortir? Ça va être des bulles financières jamais vues, du côté industriel, l'infrastructure, tout va en bénéficier. Alors, c'est comme ça a l'air à la Chine. Alors, que ce soit une banque de la Chine ou ailleurs, une institution financière, ça dit oui, c'est vraiment viable à ce temps-ci, mais est-ce que c'est viable à long terme? C'est vrai qu'on a 1,3 milliard de personnes dans l'économie. C'est du jamais vu ailleurs dans les autres pays. Alors, tu peux bénéficier de ce genre d'économie avec tous ces gens-là. C'est ce que le gouvernement tente de faire, là. Alors, c'est un défi très important, non seulement en Chine, mais à l'échelle mondiale. Alors, comment attribuer des chiffres? La plus forte partie des gens ne savaient pas, mais le ménage chinois, d'habitude, économise 40% de son chèque de paie. Alors, ça serait intéressant de demander aux participants à savoir qu'est-ce qu'on économise ici au Canada. On ne veut pas admettre, n'est-ce pas, que peut-être qu'on n'épargne pas si bien que ça, mais quand vous épargnez tant que ça représente un montant incroyable de dépenses potentielles à venir, parce que là, vous avez toutes vos économies ensemble et que vous continuez d'économiser au lieu de dépenser, vous pouvez ensuite améliorer votre taux de croissance de votre économie de façon incroyable. Alors, disons que chacune personne allait arrêter d'économiser autant, disons un recul de 2%. Vous allez voir que ça serait incroyablement un ajout au taux de consommation de 6%, par exemple. Alors ça, c'est le côté boni d'épargner dans une économie telle que la Chine et de continuer à bénéficier d'une croissance du pays vraiment intéressant. Si vous êtes capable d'invoquer une politique qui encourage ce genre d'économie, d'activité, vous allez continuer d'encourager votre monde à épargner pendant des années. Alors, les gens s'inquiètent de 6 à 7% de croissance. Alors, de 7 à 7,5%, c'est très possible d'accomplir ça au sein d'une telle économie. Disons que le potentiel en Chine est de cette trempe-là. Eh bien, ils pourront vivre avec le fait qu'il pourrait y avoir un changement dans l'économie et que la bulle éclaterait. Bon, il y a bien sûr qu'il y a du côté négatif et positif, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'avantages. Hein? Quand on regarde du côté de la Chine, il semblerait qu'il y a beaucoup d'occasions là. Mais il y a une autre histoire d'un pays du BRIC dont on n'a pas parlé. On parle de l'Inde. Qu'est-ce qu'on entrevoit aux occasions d'affaires pour les Canadiens avec l'Inde? Mais je pense que vous allez voir le grand sourire à ma figure quand vous parlez de l'Inde. D'après ce qu'on peut voir, c'est vraiment la Chine, l'équivalent de la Chine pour la prochaine longue période de croissance. Pourquoi est-ce qu'on dit ça? On a 3 raisons de dire ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est il y a
un montant énorme de personnes là, 600 millions de personnes là, qui ont un revenu qui découle des méthodes agricoles qui ont trait au 16e et 17e siècle. Mais alors, beaucoup de gens ne sont pas au courant à savoir ce qui est disponible à l'échelle mondiale. Alors, ça, c'est l'élément qu'on vit dans l'économie de l'Inde. Ils veulent atteindre une meilleure croissance. Ils sont intéressés à voir ce qui se passe à l'échelle mondiale. Alors, qu'est-ce qui permet ça, une bonne croissance là? C'est une augmentation du côté de l'infrastructure et les capacités potentielles de ce côté-là. Alors, on dit que du côté de l'Inde, n'ont pas assez accompli. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tout ce qui change au niveau de l'infrastructure, c'est avantageux. Et en troisième lieu, dans un monde où la population devient plus âgée, en Inde, c'est là où le côté manufacturier veut desservir une grande population qu'on n'a pas encore desservie. Est-ce que les investissements pourraient se multiplier du côté de l'Inde pour desservir ces gens-là? Parce qu'en Chine, ils n'ont pas ce genre de population à desservir qui va vraiment encourager l'économie du pays à avancer, parce que les gens de la Chine sont déjà desservis. Ce n'est pas comme en Inde. Alors, ils pourraient vraiment connaître un taux d'augmentation du PIB de 7 en Inde, comparativement à 6 ou 6,5 qu'on connaît maintenant en Chine. Alors, le potentiel de la croissance en Inde, c'est du jamais vu. Ah, bon, d'accord. Alors, ce qui se passe en Inde, c'est de bon augure. Donc, est-ce que vous allez donc encourager les exportateurs canadiens à se pencher de ce côté-là? Moi, je dirais, si vous n'avez pas regardé du côté de l'Inde dans votre monde des exportations, ça serait un des petits bijoux avec lequel composer. Alors, il faut absolument commencer à penser, au moins, à savoir qu'est-ce que vous pouvez retirer de ce marché. Alors, même à EDC, nos volumes ici d'affaires sont vraiment élevés quand on parle de l'Inde. Alors, ça nous donne un sens vraiment solide qu'au Canada, on s'intéresse de plus en plus du côté du marché des affaires avec l'Inde. Alors, nous croyons que ça peut être la fin presque du manque d'activité et le début d'une belle histoire d'activité entre le Canada et l'Inde. Bon, alors c'est de bon augure, n'est-ce pas? Nous sommes sur le point de vous envoyer une dernière question, madame, en matière de notre sondage. Cette fois-ci, nous nous intéressons au prix des produits de base. Alors, si on parlait du dollar, ça se profile depuis 2 ans à l'horizon. Dirais-tu que le dollar canadien s'est stabilisé? Comment se traduit ça dans l'évolution du taux de change au sein de notre monde des affaires au Canada? Excellente question. Si je pouvais vraiment prévoir la valeur du dollar canadien, je ne serais pas ici à Ottawa à vous parler, je serais ailleurs sur une belle île où le coût de la vie est très élevé, n'est-ce pas? Mais non. Ça va vers le haut, ça va vers le bas, n'est-ce pas, le taux du dollar? Alors, laissez-moi partager avec vous que les prix de produits de base entrent en ligne de compte en premier lieu. Alors, nous fondons sur les cours des produits d'énergie. Et quand on regarde les produits de base, on regarde est-ce que c'est instable ou non. Et nous composons avec les taux d'intérêt à court terme et au Canada et aux États-Unis pour voir qu'est-ce qui se passe. Alors, si on veut resserrer les taux d'intérêt d'un côté, nous pensons que ça va s'arrêter où c'est maintenant jusqu'à la fin de 2017. Alors, si on regarde la marge qu'il y a entre le taux d'intérêt avec lequel on vit au Canada comparativement à celui des États-Unis, ça entre en ligne de compte. Alors, mettez ça tout ensemble. Bien sûr que nous tirons de la patte un peu avec l'économie des États-Unis, on bat de l'aile un peu. Et rappelez-vous, lors de la récession,
c'était très solide au Canada. La politique budgétaire était très solide et l'économie du pays était très solide. Alors là, ça commence à s'éloigner, ça, de notre mémoire, n'est-ce pas? Vous voyez ces moteurs-là. Si on voit les moteurs au sein d'une fluctuation, eh bien, vous allez voir le dollar suivre le cours aussi. C'est 75 cents maintenant. Le dollar canadien par rapport à celui des Américains. L'année prochaine, on prévoit que ça va être 77. Mais cette année, ça a été aussi bas que 68 cents et ça a grimpé jusqu'à 80 cents. Je ne dis pas que ça va rester là, mais il y a une instabilité, il faut le dire, au sein du marché. Alors, la volatilité dépend beaucoup du marché. De l'économie. Je ne peux pas vous prévoir qu'est-ce qui va se passer d'un mois à l'autre, mais je peux vous donner des chiffres généraux. Dans ce monde du marché, il faut être prêt à l'instabilité. Ah, c'est intéressant. Alors, il n'y a pas de stabilisation du dollar, n'est-ce pas? Non, non, c'est justement la réponse la plus courte. Alors, je pense qu'on a toutes les réponses maintenant et je pense que la majorité des gens ne croient pas que les coûts de produits de base infléchissent leur entreprise. Alors, que ce soit affecté d'une façon directe ou non, il y a tellement de changements maintenant que c'est difficile à prévoir ou à déceler. Si on parlait de l'huile, c'est-à-dire le produit de base le plus important, on a vu une période difficile l'an dernier pour les gisements pétroliers. IDC avait même réservé 750 millions de dollars de son enveloppe de financement pour soutenir les PME dans le secteur. Puis après, on a dû composer avec les incendies à Fort McMurray. Comment est-ce que le pétrole influence vos prévisions en manière du dollar quand vous faites les prévisions de la valeur? Oui, c'est un moteur important, vraiment. C'est le premier moteur, n'est-ce pas? Quand on étudie les devises, quand on regarde du côté de l'Europe, 10 $ de changement du côté du cours du pétrole va changer la valeur de notre dollar autour de 3 cents américaines. Alors, les gens veulent savoir. Alors, qu'est-ce qu'on prévoit à titre de cours pétrolier? Ça aussi, c'est difficile à bien maîtriser. Je peux vous dire qu'on ne s'attendait pas au plongeon du cours des pétroliers comme ça l'a fait depuis les 18-26 derniers mois. Alors, ce plongeon nous a vraiment surpris. On avait prévu que l'économie mondiale aiderait à coussiner ce genre de plongeon. Alors, on pense que ça va monter à plus de 5 $ l'année prochaine. On sait que le cours a déjà dépassé ça, ce point-ci. Alors, un autre indicateur avec lequel on ne compose pas avec confiance totale, n'est-ce pas? Parce que sur le marché, il y avait beaucoup de spéculation en ce qui a trait au cours pétrolier durant les derniers 7 ans. Alors, ce marché-là en est un où on essaie de trouver le point d'équilibre. Alors, c'est là où on peut s'attendre de voir l'instabilité d'ici les prochains mois. Alors, quand le cours pétrolier connaissait la dégringolade, on s'attendait à 20 $ pour les prochains 5 à 6 années. On n'a pas épousé cette idée-là. Non, on pensait qu'il y aurait une tourmente vraiment importante dans ce marché-là. Alors, nous sommes bien contents de voir qu'on avait bien prévu ça, qu'on avait prévenu les exportateurs canadiens à cet effet. En dernier lieu, il y a 2 côtés de la médaille quand on parle des cours pétroliers. Il y a les producteurs dans le monde pétrolier et aussi les transferts directs ici. C'est une période de temps difficile où on essaie d'utiliser sa cocologie pour bien fonctionner dans ce domaine-là, non seulement au Canada seulement, mais à l'échelle mondiale. Comment on va faire les transferts dans le domaine des cours pétroliers qui découlent de ce monde-là. Alors, pendant que vous avez parlé, Peter, vous avez dit que le Canada peut tirer profit de cette volatilité
et tourmente. Mais moi, je me demande, est-ce que c'est viable, ça? Ça me pose un problème, ça. Tu vois une coexistence de volatilité du marché et force du marché. Cependant, ces deux états semblent contradictoires. Parle-moi de tout ça. C'est une excellente question à se poser parce que la plus forte partie de nos participants ne sont pas des économistes. Bien sûr que ça porte à confusion. Et vraiment, j'ai de l'empathie pour ça. La plus forte partie du temps, comme je l'ai dit auparavant, quand on voit ces deux choses-là se passer, il y en a un côté qui va souffrir comparativement à l'autre. Est-ce que la croissance va compenser à la volatilité ou vice-versa? Alors, quelle situation sera-ce? À ce point-ci, ce ne sera aucune des deux suggestions. En système volatile, la croissance peut augmenter. Qu'est-ce que je veux dire quand je dis ça? La croissance, vraiment, c'est ce qui a été la base de la volatilité. Il y avait toutes ces liquidités sur le marché et ça continuait à demeurer là au moment où très peu de gens en avaient besoin. Alors il y avait très peu de gens qui avaient tiré profit d'avoir accès à leurs fonds. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que je veux dire par ça? Quand la récession est arrivée, les consommateurs américains surtout étaient très endettés et ils se sont désendettés de façon importante. Alors, ils ne veulent plus avoir à payer des prêts, ils veulent s'en débarrasser. Alors, la récession m'a donné beaucoup plus accès à mes fonds-là qu'auparavant. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout cet argent-là? Alors, beaucoup de gens ont pris ces liquidités-là et ont dit, mais il faut avoir un rendement sur les liquidités. Alors, comment est-ce qu'on va faire ça? Mais on peut investir de façon régulière ou bien faire un prêt de ces liquidités-là à des emprunteurs. Alors, il y a toute une gamme de liquidités quand on parle du marché obligataire. Quand il y a beaucoup d'argent dans ce marché-là, le coût des obligations augmente. Alors, ça a été un changement de cours jamais vu dans 30 ans, par exemple. Alors, où est-ce que l'argent est allé? Alors, l'argent a été utilisé en périphérie, c'est-à-dire la bourse, les investissements au rendement financier, du côté des sociétés, du côté des devises. Aussi, on a regardé les produits de base. L'argent est allé là. Alors, quand on a regardé les produits de base, on s'est dit, oh mon Dieu, c'est dangereux. Si on va de ce côté-là, ça va augmenter le prix des produits de base, mais les inventaires, les stocks sont de plus en plus élevés. Alors, la valeur de stock si élevé que ça, on ne peut pas endurer ça pendant longtemps. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un allègement qui s'est passé. Alors, il y a un moment où il a fallu faire un retrait de ces liquidités du marché. Jusqu'à un certain moment, on s'est réveillé, on a dit, ah mon Dieu, on a investi cet argent là, d'une certaine façon, à ce que ça soit trop élevé. Alors, les banques voulaient maintenant utiliser l'argent d'une différente façon. Alors, en même temps, vous voyez la croissance qui est à la base de l'économie. Vous voyez aussi des facteurs négatifs qui vont du côté opposé. Et ça, c'est ce qu'on veut pour compenser. Bon. Alors, ces indicateurs qui vont dans différentes directions, oui, c'est plein de bon sens. Oui, je commence à me sentir convaincue, OK? Mais qu'est-ce que tu dirais à l'entreprise canadienne exportatrice à savoir comment se protéger dans une telle situation d'environnement instable? Excellente question. On ne va pas aider qui que ce soit si on dit « Ah, bien ça, c'est l'environnement, amusez-vous. » Non. Qu'est-ce qu'on veut faire ici? On veut s'assurer que s'il y a un potentiel de croissance qui existe, qu'autant de compagnies exportatrices y aient accès que physiquement possible. Disons qu'il y a un potentiel de croissance
et qu'on n'en parle pas aux manchettes. Il y a toute une gamme de personnes à l'échelle mondiale qui ont peur de l'environnement instable, qui ne veulent pas s'aventurer. Mais moi, je vous dis que les entreprises canadiennes, pan-canadiennes, au sein de toutes les villes que j'ai visitées, comme je vous l'ai dit, m'ont raconté des histoires de succès de 20 30 de croissance. Il y en a qui ont doublé leur chiffre de vente. Alors ça, c'est le genre d'activité au sein de laquelle on se retrouve. Les gens sourient, sont heureux. Mais est-ce qu'ils sont inquiets de cette volatilité? Peut-être qu'ils s'inquiètent un peu que la bulle va éclater. Moi, je vous dis que ce n'est pas le cas. Du côté économique, il n'y a pas lieu d'une bulle qui va s'éclater. Alors, quelle serait la prérogative pour les compagnies exportatrices? C'est lancez-vous du côté de la croissance et bien gérer l'environnement instable, bien gérer votre chiffre de croissance. En fait, nous vendons des produits d'assurance pour vous aider. Alors, quand on parle d'assurance pour les comptes à recevoir, ça, c'est encourageant. Vous pouvez vous assurer, protéger vos investissements outre-mer, si vous voulez. Par exemple, quelqu'un peut dire « Ah, la maison est en train de brûler. » Nous, ce qu'on dit, c'est « Bien, il ne faut pas s'inquiéter parce que c'est déjà assuré. » Alors, nous avons les produits ici pour vous aider, pour vous protéger au sein de vos activités commerciales. Et si je viens de faire une publicité éhontée, c'est le cas. EDC représente un excellent soutien pour les compagnies canadiennes intéressées à l'exportation. Bon, maintenant, voici le moment tant attendu. Nous passerons maintenant aux questions de l'auditoire. Et vous pouvez appuyer sur la touche Q et A, questions et réponses sur votre écran. Nous déploierons nos meilleurs efforts pour répondre à toutes les questions envoyées. Alors que nous attendons de recevoir les questions, moi, j'ai une question qui me brûle à l'esprit. Moi, je veux comprendre quelle était la question la plus populaire sur la tournée cette année. Qu'est-ce qui va se passer avec la relation entre Canada et les États-Unis s'il advenait que M. Trump s'avère vainqueur aux questions? Eh bien, c'est facile comme question. Vous avez raison, c'était la question la plus populaire lors de la tournée dans toutes les villes. C'est évident que les gens se préoccupent de ça de grande allure. Si vous avez un candidat à la présidence des États-Unis qui semble gagner du terrain, oui, bien sûr, c'est quelqu'un qui pourrait être président des États-Unis qui représente une économie de fine pointe à l'échelle mondiale. Alors, c'est quelqu'un qui veut voir les États-Unis comme une forteresse. Il veut construire un mur autour et protéger son pays. On parle de notre client de premier plan ici. Bien sûr que c'est quelque chose qui nous préoccupe. Qu'est-ce qu'on peut en dire? On a vu ce genre de rhétorique protectionniste auparavant. Rappelez-vous, en 2008, c'était pas seulement aux États-Unis à cette époque-là. Rappelez-vous, à l'échelle mondiale, les bénéficiaires les mieux placés de la mondialisation étaient là en train de dire qu'ils voulaient protéger leur économie. Alors, le programme de relance en Chine, par exemple, voulait le protéger pour son pays. Alors, on a commencé à parler d'une politique où la Chine passait en premier. Ils n'étaient pas les premiers. La France était là, en train de dire, si vous allez laisser tomber n'importe quel de nos employés, vous allez faire ça, des installations à l'extérieur du pays. Alors, du côté de mondialisation, les gens qui étudiaient ça disaient, mais ça ne nous parle pas. Alors, ils ne peuvent pas faire ailleurs ce qu'ils font ici en ce qui est très manufacturé, c'est-à-dire que la chaîne d'approvisionnement va être déboussolée. Alors, ces commentaires-là ont été retirés. C'était simplement du blablabla, si vous voulez. Ça n'avait pas vraiment de fondation importante. Quand on parle de la première politique annoncée aux États-Unis, elle était très différente de ce qui a été mis en œuvre. Et je crois que c'est à cause de ça.
vous pouvez vous imaginer quelqu'un qui fait un énoncé et là, tout à coup, les chefs d'entreprise de fine pointe aux États-Unis, tout à coup, ils appellent le bureau du gouvernement. Ils vont dire, non, on ne fabrique pas ces produits-là. C'est fait à l'échelle internationale et ensuite, ces produits-là nous sont réexpédiés. Est-ce qu'on parle d'un soulier New Balance ou l'équipement Caterpillar? Pensez aux multinationales aux États-Unis qui appellent le bureau du président qui disent, mais on ne comprend pas ça, la façon que la chaîne d'approvisionnement fonctionne. Il faut qu'on ait des frontières qui ne nous empêchent pas accès au pays. Il faut que ça soit fluide, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on voulait accomplir. Alors qu'on parle de construire des murs et d'empêcher l'accès aux frontières, que ce soit la rhétorique, que ce soit physique, il faut se croiser les doigts qui ne vont pas aller de l'avant avec ça. Je ne peux pas m'imaginer un monde si, aux États-Unis, ils empêchaient les échanges commerciaux d'avoir accès facilement. Mais surtout que quand vous avez dit que le consommateur américain stimule une si grande partie de la croissance. Alors, c'est du côté positif, n'est-ce pas? Alors, une des premières questions qui nous a été acheminée, nous en avons quelques-unes. Qu'est-ce que vous pensez de l'Afrique à titre de marché pour l'exportation? C'est assez grand, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez là du côté de l'exportation? Il y a quelques marchés différents, n'est-ce pas? Alors, il faudrait préciser de quoi on parle. Au nord de l'Afrique, c'est différent du sud. On voit ici, un mode d'action à long terme. Les gens déjà établis des échanges là. Et on a une économie qui après l'autre qui va dépendre sur les produits de base, que ce soit le pétrole, le gaz naturel ou autre. C'est une zone très riche. Jamais est-ce qu'on ne l'a vraiment bien étudié ou percé de façon positive. Alors, la Chine investit beaucoup maintenant, récemment, en Afrique. Alors, qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? Eh bien, on voit l'infrastructure, que ce soit du côté physique ou du côté du domaine financier, c'est toujours en état où on est en train de construire ça. On a besoin de vraiment solidifier cet aspect-là. Alors, les incidences du côté des finances publiques, des produits de base, ça pose des difficultés à court terme. Mais ici, on a un monde en croissance comparativement à un monde qui va de recul, un repli de l'économie. Alors, ça s'améliore. Pourquoi? À cause de la demande, à cause des investissements, avant le plongeon des cours. Alors, c'est intéressant de voir, on parle d'argent, liquidité et de flux de trésorerie. Alors, on a vu l'amélioration de ce côté-là en ce qui a trait aux produits de base. Alors, le cours des produits de base ont beaucoup de chemin à faire, n'est-ce pas? Beaucoup de choses peuvent arriver dans un environnement comme ça. Alors, le cours des produits de base est un environnement qui peut vraiment apporter une grande différence. Les entreprises sont prêtes à payer beaucoup pour l'équipement, pour que ce soit les machines. Et on est en train de faire des calculs à savoir où sont les meilleurs cours pour les produits de base. Alors, il semblerait qu'en Afrique, ça ne fonctionne pas. Non, ce n'est pas le cas. Ça a peut-être l'air de ça, mais ce n'est pas le cas. Les compagnies à l'échelle mondiale sont en train de se pencher du côté de ce pays-là. Ils disent que ça coûte trop cher de composer dans ce pays-là, mais là, ils sont en train de revenir à la table pour réévaluer les coûts. Et je vous dis, moi, qu'il va y avoir un bon augure qui va sortir, découler de l'Afrique. Au sud de l'Afrique, non, ça ne va pas si bien que ça maintenant. C'est un secteur bancaire bien
bien établie et si on s'en tient aux principes fondamentaux, la structure est là pour composer avec la croissance quand ce sera le temps. Et nous pensons que ça va venir d'ici 1 ou 2 ans. Alors, nous savons qu'il y a des marchés conclus à l'intérieur de l'Afrique. On ne fait pas fi de ça. Nous aussi sommes en train de nous pencher sur nos feuilles de calcul et comme je vous ai dit, nous ne faisons pas fi de la situation en Afrique. Et bien sûr, pour que tout le monde le sache, on a beaucoup de questions qui nous sont acheminées à propos de l'Inde. Et nous avons 2 bons webinaires sur notre canal YouTube qui a trait à l'Inde. Après le webinaire, vous pourriez vérifier ça. Nous essaierons d'en parler un petit peu plus d'ici peu, ce marché-là, d'abord. J'aimerais parler d'un autre pays du BRIC. Si on parlait du Mexique, si nous parliez de ce que vous voyez venir pour le Mexique. Et voyez-vous qu'il y aurait potentiel de croissance là, bien, je suis bien content de me donner l'occasion de parler du Mexique. Il y a des choses vraiment excitantes qui se passent là au Mexique. Alors, ils ont bien fait que nous avons ici au Canada, nous partageons les frontières avec les États-Unis. Alors, ça lie le Mexique de près avec les États-Unis, c'est-à-dire la croissance. Alors, du côté du marché des automobiles, ça va très bien. Du côté des Américains, ils s'intéressent aux autos de très près. Donc, au Mexique, ils sont capables d'en tirer profit. Alors, ils tentent d'attirer les autres pays, non seulement les États-Unis, ils tentent de nous attirer. Qu'est-ce que c'est qui stimule l'investissement? Ce n'est pas seulement le secteur des automobiles, il y en a d'autres secteurs aussi qui sont à la base de ça. Je pense qu'on devrait regarder de l'autre côté du Pacifique. Est-ce que la Chine perd de ce côté-ci? Ce n'est pas... Il n'y a pas tellement si longtemps que ça. En 2001, ça coûtait 11 fois plus cher d'embaucher un travailleur au Mexique que ce ne l'était en Chine. Maintenant, ça s'équivaut. Alors, si vous voulez investir au Mexique, ça s'est amélioré de façon exponentielle. Alors, quand on regarde du côté de la Chine, le coût pour embaucher une personne, ça l'a vraiment augmenté. Est-ce qu'il y a eu une révolution? Mais peut-être, plus ou moins. Et on a su nous intéresser non seulement en Afrique, mais à d'autres pays comme le Mexique. Alors, bien sûr qu'ils en arrachent en ce qui a trait aux questions de sécurité, mais ça n'a pas empêché l'avancement de leur croissance mondiale, que ce soit du côté des produits pétroliers ou autres. Alors, c'est une bonne augure au Mexique, n'est-ce pas? Oui, c'est le cas. Je voulais mentionner également que nous avons beaucoup de questions à propos de divers marchés, mais j'aimerais parler de sujets plus particuliers. Si vous avez n'importe quelle question posée, vous pouvez edc.ca et voir le centre d'expertise. Nous avons des bureaux aussi à l'échelle mondiale. Vous pouvez aller voir à notre site web et vous pouvez acheminer vos questions à ces experts-là. Ils sont là pour vous aider. Ma prochaine question, je voulais vraiment m'attarder de façon détaillée. On a parlé à propos de l'agriculture. On a parlé de l'Asie aussi. Alors, avez-vous une prévision en ce qui a trait aux produits de base en agriculture et à quoi s'attendre? On essaie de vous bloquer ici, n'est-ce pas? Je vais m'opposer à vos questions parce qu'à chaque question que vous me posez, j'ai toujours une réponse positive. Il n'y a pas de pessimiste ici. Non. Alors, j'aime regarder de façon réaliste. Alors, il ne faut pas penser aux choses de façon négative. Bien sûr qu'on pourrait s'attarder à ça, mais il y a une histoire très positive aussi. Où ça commence, nous pensons, c'est le marché émergent de la classe moyenne. Il y en a plusieurs qui ne savent pas. Cette classe moyenne, c'est une nouvelle
qui émergent armés de consommateurs. Alors, les meilleurs chiffres pour la Chine indiquent que la classe moyenne, là, connaît un accroissement équivalent à la population du Canada à chaque année. Alors, c'est assez pour vous déboussoler, n'est-ce pas? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de changements? Plus ils deviennent riches et qu'ils passent à la classe moyenne, on voit qu'ils consomment plus. Non seulement consomment plus, mais des produits plus prisés. On regarde du côté des aliments. Ils veulent plus de viande, par exemple. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important. C'est exigé au sein du marché mondial. Alors, quand vous commencez à dépenser de 7 à 10 de produits agricoles comparativement qui sont poussés, si vous voulez, comparativement à ce qui vient de la viande, des animaux. Alors, vous voyez le changement là. Est-ce qu'on voit une preuve de la différence là? Disons que vous allez à un marché de produits chinois et on va regarder sous le microscope une partie du Canada, Nouvelle-Écosse, et là, c'est les pêcheries qui emportent l'affaire. Et si on fait l'expédition de produits de mer crus en Chine, on ne se penchait pas de ce côté-là auparavant. Ce n'était pas un chiffre d'affaires de 100 millions de dollars. Si vous regardez les produits déjà préparés, c'était 40 millions de dollars à l'époque. Et maintenant, ça dépasse le 100 millions de dollars, chiffre d'affaires. Si vous regardez du côté des exportations des homards en Chine, ça croît à un chiffre exponentiel, vous ne le croiriez pas. Pourquoi je vous en parle de ça? Mais c'est parce que je pense que qu'est-ce qui peut se passer dans le domaine agricole, les produits de base au Canada, nous sommes là comme nation qui est capable de produire du côté agricole. Est-ce que c'est la viande? Est-ce que c'est les céréales ou autres? Quel est notre potentiel? Eh bien, que ce soit les engrais, nous en envoyons à l'échelle mondiale. Technologie agricole, nous sommes bons là-dedans. Du côté de machinerie aussi, dans le domaine agricole, eh bien, ça va vraiment parler à l'échelle mondiale où les gens veulent se nourrir. Alors, les gens vont se pencher de notre côté et là, il y a un potentiel inouï pour le succès, là. Ça, c'est un secteur qui, selon moi, ne peut que s'améliorer, n'est-ce pas? Alors, ceci étant dit, j'ai une autre question pour vous. Alors, c'est un marché à la hausse, dit-il. Alors, dis-moi donc, alors, qu'est-ce que c'est qui t'empêche de dormir le soir? Ah, merci. Merci de me permettre d'en parler. Je m'attendais à ce que ça vienne comme question, mais merci. Quand on a une situation comme celle qu'on a à l'heure actuelle, où l'activité réelle est en fait en train de connaître une reprise, un redressement, on entend parler de ça à travers le Canada, de tout bord, de côté des autres entreprises, pas seulement dans le domaine minier et ailleurs. Alors, à l'échelle mondiale, quand on parle des manchettes, des histoires racontées qui sont capables de convaincre la population à l'échelle mondiale qu'il y a beaucoup de tourmentes au sein de la croissance. Alors, il y a certaines aires de l'économie où on parle de tourmente. Quand on parle de confiance, de fluctuation de la confiance peut vendre, n'est-ce pas? Alors, la confiance peut s'élargir, mais où ça peut vraiment nous nuire du côté de la dynamique, quand on est tous et toutes convaincus que c'est le pessimisme à l'extérieur, là, même si ce n'est pas le cas, mais que les histoires fondamentales nous en convainquent et on peut le vivre. Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Eh bien, où
où sont les événements qui vont venir nous changer les fluctuations de la confiance ici? Je ne sais pas comment ça va finir parce que pour moi, je ne me sens pas totalement à l'aise avec les histoires racontées. Et si c'était la confiance qui régnait ici, qui menait le jeu, les fluctuations, alors les éléments qui stimulent la croissance pendant que la confiance fluctue, eh bien les éléments qui stimulent la croissance sont là. Il faut en bénéficier. Il faut que les exportateurs à l'échelle mondiale et au Canada puissent en tirer profit de la meilleure façon possible. Alors, Peter, malheureusement, on est déjà rendu à la fin. Alors, merci beaucoup aux membres de l'auditoire pour les très bonnes questions. Malheureusement, on n'a pas pu les répondre toutes. Merci, Peter, pour toutes les solutions intéressantes. Nous espérons vous avoir fourni une idée plus précise du contexte du commerce mondial. Pour quiconque pourrait vouloir réexaminer les commentaires de Peter, EDC vous acheminera un courriel qui inclura un lien à cette discussion. Une fois qu'elle aura été téléchargée, vous pouvez lire aussi les prévisions d'exportation dans son entièreté, présentées par l'équipe des économistes. Quand vous allez à l'interface webinaire avec le bouton « Content », vous avez aussi le centre d'expertise à notre site web et Peter a des commentaires à chaque jeudi. Si vous avez d'autres questions, s'il vous plaît, communiquez avec nous au 1-800-229-0575 ou bien envoyez-nous un courriel à info@commercialedc.ca. Merci encore d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Passez une excellente journée, plein feu sur vos activités commerciales.